Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a 3 semaines, le 21 novembre, on a célébré le centenaire de la disparition d'un des souverains les plus marquants du 19e siècle, l'empereur d'Autriche, François-Joseph. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur cette grande figure. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La mort de François-Joseph, de Franz Joseph, au cœur de la Grande Guerre, a été un événement important. Nous allons voir en quoi tout à l'heure, en compagnie de mon invité, biographe du successeur de François-Joseph, Jean Sévillat. Et puis nous irons nous promener dans l'autre capitale de l'Empire austro-hongrois, Budapest. Budapest, ville magnifique où il fait bon flâner sur les bords du Danube. Vienne et Budapest seront d'ailleurs 2 des escales de la croisière fluviale Europe 1 au cœur de l'histoire en octobre 2017. Vous pouvez déjà noter ça. Nous irons nous promener à Vienne, à Budapest et sur bien d'autres rives du Danube. Pour le moment, je vous propose d'évoquer cet empereur, ce Kaiser comme on disait à Vienne, au règne si long qu'il aura traversé toutes les époques. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 10 septembre 1898, l'empereur François-Joseph, qui a 68 ans, règne depuis un demi-siècle. Son empire, l'Autriche-Hongrie, est à part en Europe, on peut le dire. Dans ce siècle qui a vu émerger les nations, cet empire réunit des peuples très différents, autrichiens, hongrois, tchèques, slovènes, etc., sous une autorité, la sienne. François-Joseph est un homme aux traits prématurément vieillis, mais qui demeure assez alerte. Il est svelte pour son âge, il est chauve, si ce n'est cette couronne de cheveux blancs qui se prolonge dans une barbe fournie avec des favoris célèbres dans toute l'Europe. Alors qu'il travaille dans son bureau du château de Schönbrunn, à l'ouest de Vienne, son air est sérieux, ses yeux sont rivés sur les dossiers. On dit de François-Joseph qu'il est le premier fonctionnaire de son empire, et c'est vrai qu'il travaille tôt le matin et jusque tard le soir. Et soudain, le premier de ses aides de camp, le comte Paar, fait irruption dans le bureau. Il porte une nouvelle terrible. Sa Majesté l'impératrice, grièvement blessée. Voilà exactement les termes de la dépêche. Et très vite, dans la foulée, quelques minutes plus tard, survient un second télégramme. Sa Majesté l'impératrice, décédée à l'instant. Élisabeth, celle que tout le monde surnomme Sissi, vient d'être assassinée par un déséquilibré à Genève. On peut dire que, pour François-Joseph, le coup est d'une violence extrême. Cette nouvelle tragédie intervient moins d'une décennie après la mort de son fils, Rodolphe, l'archiduc héritier du trône. Une mort qui a eu lieu dans des circonstances troubles au relais de chasse de Mayerling près de Vienne. On entend l'empereur murmurer « Rien ne me sera donc épargné sur cette terre ». Et puis quelques mots encore « Personne ne sait comme nous nous sommes aimés ». Oui, François-Joseph est profondément bouleversé, mais c'est un homme de devoir. Chez lui, le devoir passe avant tout. Il n'est pas un particulier, il lui faut tenir bon. Et dès les jours suivants, il va se replonger dans le travail, comme toujours. On peut penser que c'est en partie cette routine, strictement encadrée par l'étiquette Habsbourg, qui va l'aider à demeurer debout dans ce règne qui désormais ne va plus faire que s'étirer en longueur. Les jours passent et les mois et les années, et disons-le, les journées de François-Joseph ont tendance à se ressembler d'une façon étrange. Tous les matins, l'empereur se lève à 4 heures. Sa chambre est située dans la partie nord de Schönbrunn. Ça, c'est pour la belle saison, lorsqu'il est à Schönbrunn. L'hiver, à la Hofburg, on se lève 1 heure plus tard. C'est Raymond Recouli qui raconte, je le cite, « L'empereur, qui pouvait évidemment choisir, a pris les appartements les plus sombres, les plus tristes. C'est là un trait de sa nature. Il couche dans son lit de fer étroit, d'une simplicité presque d'une pauvreté spartiate. Simplicité, d'ailleurs le mot qui revient sans cesse quand il s'agit de son régime et de sa manière de vivre. » Et selon cette logique, sa matinée se passe de manière assez morne. Il se lave à l'eau froide toujours, il boit un verre de lait et une fois en uniforme, parce que François-Joseph est presque toujours en uniforme, il est à son bureau avant 5 heures pour dépouiller les dernières dépêches et pour s'occuper de sa correspondance. Le plus souvent, il utilise les télégrammes, de préférence aux lettres. Il n'est pas porté vers les nouveautés, ce qui fait qu'il n'a jamais, et il met un point d'honneur à ne jamais utiliser un téléphone.
On sait que l'empereur ne montera pas non plus en automobile, sauf en de très rares occasions. Tout ça, ce sont pour lui des innovations qui ne sont pas de son temps. Chaque lundi, chaque jeudi, du temps est réservé aux audiences publiques. L'empereur est assez accessible à ceux qui veulent le rencontrer, mais être reçu exige de se plier à la très lourde étiquette de cette cour de Vienne. C'est notre ambassadeur à l'époque, le comte de Saint-Aulaire, qui le raconte. Quelques minutes avant que ce fût notre tour de pénétrer dans le Saint des Saints, le maître de cérémonie nous rappelait le rite des 3 saluts de plus en plus profonds. L'un quand la porte s'ouvre à 2 battants, le deuxième entre la porte et sa majesté, le troisième plus près mais à distance respectueuse et calculée, de façon à marquer que vous n'attendez pas une poignée de main que l'empereur ne donne presque jamais. Ça n'est rien en comparaison de la sortie en fin d'audience, puisqu'il ne faut ne pas tourner le dos à l'empereur et s'éloigner à reculons jusqu'à l'embrasure de la porte. À midi, François-Joseph déjeune, comme nous dirions nous, sur le pouce, une quinzaine de minutes. Ils se remettent au travail, souvent pour de nouvelles audiences. Le dîner, si l'on veut, a lieu en tout début de soirée et il est très différent selon les cas. Si l'empereur est seul, alors c'est un repas vraiment très simple. S'il reçoit, en revanche, ça peut être splendide. De nouveau Raymond Recouly. La table est magnifiquement décorée. L'argenterie, la porcelaine sont réputés pour leur luxe. Une armée de laquais servent et desservent avec une extrême rapidité. Comme François-Joseph mange très peu et vite, touchant à peine au plat, le repas se déroule sur un rythme précipité. C'est à peine si les invités, surtout ceux qui sont aux extrémités de la table, parviennent à achever les mets succulents déposés dans leurs assiettes. Alors parfois il y a des bals à cette cour de Vienne, évidemment. La soirée, sinon, se poursuit plus simplement dans un salon jusqu'à ce que l'empereur reprenne le chemin de ses appartements, ce qui n'a jamais lieu après 9 heures, parce que de toute façon, à 9 heures, il se couche. On le voit, cet empereur s'impose une vie extrêmement réglée. Il le dit lui-même quand il se décrit comme le dernier monarque de la vieille école. Est-ce qu'il faut y voir la clé de voûte d'un édifice imposant et fragile, celui de l'Empire austro-hongrois? Probablement. On peut aussi y voir un signe d'inadaptation dangereuse et même, qui sait, fatale. Un extrait de la valse de l'empereur de Johann Strauss à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez aujourd'hui les dernières années de François-Joseph, cet empereur austro-hongrois qui a vécu de nombreuses tragédies. Vous nous avez parlé il y a un instant de son quotidien, très laborieux, un peu triste même. Mais je m'interroge quand même, Franck, cet empereur vieillissant qui a perdu sa femme Sissi en 1898 semble un peu seul. Il a aucun entourage proche, peut-être une amie? Il est peu entouré, ça c'est un fait. Sa fonction dans cette cour qui suit des règles anciennes a tendance à l'isoler. Au quotidien, c'est un homme assez peu expansif. Lorsqu'il croise les ministres, les conseillers, les hauts fonctionnaires, etc., il est toujours très, très régulier, bien entendu, mais pas expansif. Il a quelques distractions comme la chasse. C'est un chasseur passionné et qui restera toujours d'ailleurs une sorte de sportif d'une certaine manière. Il a sa famille et puis il y a cet ami, Catherine Schratt. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais à la Belle Saison notamment, il lui rend visite tous les matins. C'est difficile de définir la relation entre Catherine Schratt et l'empereur, nous y reviendrons tout à l'heure. On peut dire qu'elle est pour lui une forme de repos peut-être au milieu d'une vie marquée par des événements difficiles sur un plan politique et sur un plan personnel. Sur le règne entier, nous reviendrons avec, bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir avec Jean Sévilla. Donc les années passent, François-Joseph n'est pas épargné. Et vous savez que lorsque se déclenche la Première Guerre mondiale, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Il y a une date qui va marquer l'histoire, bien sûr, le 28 juin 1914. L'empereur est à Ischl, qui est une de ses résidences du Tyrol,
et c'est par télégramme qu'il apprend que son neveu et héritier, qu'il n'aime pas trop au demeurant, François Ferdinand, vient d'être assassiné avec son épouse à Sarajevo. En entendant cela, le vieil empereur, je dis vieil empereur, il a 84 ans maintenant, on le voit littéralement s'effondrer dans son fauteuil. Et puis, le premier choc passé, il se lève et se met à tourner en rond près de son bureau. On l'entend murmurer « On ne défie pas impunément le Tout-Puissant, l'ordre que je n'avais pas eu la force de maintenir, une volonté supérieure l'a rétabli ». François-Joseph avait eu en effet de très nombreux désaccords avec François Ferdinand. Il avait finalement autorisé son mariage avec une simple roturière. Elle était comtesse, mais à condition que ce mariage soit morganatique. Il va décider, l'empereur décide très vite de rentrer à Vienne où doivent avoir lieu les funérailles, et une rumeur l'a précédé dans Vienne. Certains prétendent que le vieil empereur n'a pas supporté cette énième tragédie et qu'il est carrément mort en route. Eh bien non, il va démentir, bien sûr, puisque les obsèques, avec leur très lourd cérémonial Habsbourg, ont lieu sous la présidence de François-Joseph, qui tient sa place avec une vigueur qui inspire le respect à tous. D'une tragédie nationale, cette mort de François Ferdinand à Sarajevo, on va bientôt faire, vous savez, une crise et même une guerre mondiale. Vienne doit répondre à l'agression, et puisque l'assassin très probablement a bénéficié de complicité parmi les autorités serbes, l'Empire ne peut que répondre, répliquer. C'est cet engrenage que vous connaissez qui se met en place. La tendance de François-Joseph à privilégier la modération, la voie pacifique, cette fois cette tendance est emportée par les impératifs et par la situation. Le 23 juillet, après des débats entre ministres et conseillers, François-Joseph consent à l'envoi d'un ultimatum à la Serbie. L'Empire demande notamment une lutte active contre la propagande dont il fait l'objet à Belgrade. Et bien sûr, au terme du délai imparti, la Serbie s'abstient de donner satisfaction. Vous l'imaginez bien. L'Autriche, dès lors, va lui déclarer la guerre. La Russie, qui est alliée des Serbes, a mobilisé à ce moment-là. Et par le jeu des alliances, vous savez que c'est toute l'Europe qui s'embrase. C'est le début de la Première Guerre mondiale. François-Joseph sait bien qu'un tel conflit va avoir des conséquences effroyables. Il connaît, il est mieux placé que quiconque pour connaître toutes les fragilités de cet empire à la tête duquel il se trouve depuis maintenant si longtemps. Les premiers mois du conflit au demeurant ne sont pas du tout rassurants pour lui. Les Serbes font preuve d'une belle résistance. Quant aux Russes, ils parviennent à avancer dans le territoire de l'Empire. Il faut vous dire que l'Allemagne, qui est alliée de l'Autriche bien sûr, de son côté dégarnit son front oriental pour s'impliquer le plus possible sur le front de l'Ouest, sur le front français. Et malgré les difficultés, on voit le vieil empereur tenir la tête haute. C'est Jean-Paul Bled qui le note, je le cite, « François-Joseph souffre à l'évidence de ces revers de son armée, mais habitué à savoir dominer ses sentiments, il les accueille avec un stoïcisme qu'a encore renforcé en lui la longue suite des malheurs qui ont ponctué son existence. » Il faut vous dire que, et nous en reparlerons tout à l'heure bien sûr, en 1866, François-Joseph avait dû s'incliner face à l'Allemagne à Sadova. Et depuis cette défaite de Sadova, on peut dire que les malheurs n'ont cessé de fondre littéralement sur la cour de Vienne. On peut le dire, il va falloir à cet empereur puiser dans ses dernières forces pour faire face. Il doit bien avoir le sentiment qu'autour de lui, c'est un monde qui est en train de s'effondrer. On voit souvent cette situation difficile, vous savez, quand certains règnes durent un peu trop longtemps. Le souverain, vieux, fatigué, doit faire face à des situations qui ne sont pas celles du tout pour lesquelles il a été formé. D'une certaine manière, on peut dire que le monde de 1914, de 1915, de 1916 est un monde pour lequel l'empereur se sent dépassé. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez les derniers mois de la vie de l'empereur François-Joseph. Alors, le souverain est vieux, il est fatigué, il est même parfois dépassé, Franck. Dépassé, l'empereur François-Joseph peut-être, mais en même temps solide. Voilà un homme qui tient bon, et à mesure que s'accumulent les épreuves, on n'est qu'ébahi, on ne peut qu'être ébahi par sa solidité, par ce travail qu'il continue de s'imposer à un rythme qui ne fléchit pas. Tout le monde le dit, on le répète,
non seulement dans les couloirs de la Hofburg, mais partout, ça se sait dans l'Empire et dans l'Europe entière. Il y a une forme d'admiration pour le côté quasiment stoïque de cet empereur qui, au fil des mois, n'en voit pas moins l'Autriche-Hongrie reculer. Il y a eu d'abord la trahison de l'Italie, qui a tenté de monnayer ses territoires sous domination austro-hongroise, avant de se ranger en mai 1915 aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. On peut dire qu'un nouveau front s'est ouvert à ce moment-là au sud de l'Autriche. Un redressement militaire a bien lieu en 1915. Seulement, l'Empire est essoufflé par ces affrontements terribles, incessants sur divers fronts. En 1916, les morts se comptent déjà par centaines de milliers. C'est une tuerie généralisée. Et puis, il y a ce problème des régiments dont la loyauté paraît de plus en plus incertaine. Par exemple, François-Joseph apprend qu'un régiment tchèque, n'oubliez pas que l'Empire austro-hongrois est une gigantesque mosaïque de peuples dont certains n'ont pas grand-chose à faire avec leurs voisins et avec leurs co-religionnaires. Et on apprend donc que ce régiment tchèque s'est rendu très facilement face à l'armée russe. Est-ce que l'armée austro-hongroise serait en train de céder ? Quant à l'allié allemand, ce tout-puissant allié auquel François-Joseph n'a cessé de se montrer fidèle, il se montre, disons-le, très peu efficace dans son soutien à l'Autriche et même un peu méprisant, disons-le. L'Autriche-Hongrie est en situation de dépendance par rapport à Berlin et Guillaume II va finir par obtenir le commandement de toutes les troupes de l'Alliance. L'Autriche va de plus en plus se positionner comme une puissance secondaire. Vienne, la capitale des Habsbourg, est fortement déclassée par rapport à Berlin, c'est certain. Et la ville est loin des fastes d'antan. Elle va payer du reste un tribut très lourd à la guerre. En 1916, la situation est critique pour les habitants. C'est de nouveau le comte de Saint-Aulaire qui le raconte. Le blocus arrête le ravitaillement de l'étranger et la Hongrie garde pour elle toutes ses ressources, écrit-il. Dans la plus joyeuse et la plus insouciante des capitales, c'est la famine désormais, avec son cortège de misère, d'épidémies et de suicides. Et pendant ce temps, à la Hofburg ou à Schönbrunn, François-Joseph poursuit son travail harassant. Ses proches le voient bien, sa santé décline. De plus en plus de petits signes de faiblesse viennent troubler son quotidien tellement réglé. Le temps ne joue pas en sa faveur, évidemment. On peut penser qu'il désire la paix, une paix qu'on ne peut pas attendre indéfiniment, il le sait bien. Et l'Empire est maintenant vraiment en danger. L'année 1916 est émaillée de nouvelles tragédies. Par exemple, en octobre, le Premier ministre Sturck est assassiné, ce qui témoigne des divisions politiques internes à l'Empire. Et quelques semaines plus tard, le 21 novembre, François-Joseph, qui vient de subir le contre-coup d'une pneumonie qui l'a beaucoup fatigué, François-Joseph se lève comme à son habitude à 4 heures du matin, 21 novembre 1916. Comme toujours, il se met au travail, il épluche les dossiers. La fièvre augmente et sa faiblesse, cette fois, paraît vraiment évidente. Dans la journée, il va recevoir son neveu et héritier, Charles, avec sa jeune épouse, Zita. L'empereur les aime beaucoup tous les deux. Il est néanmoins incapable de se lever pour les accueillir. Il veut reprendre son labeur. Il doit le reprendre et au moment de se coucher, il ne parvient pas à se mettre sur son prie-dieu. Il va falloir qu'on le transporte littéralement jusqu'à son lit. Il s'adresse à son valet, une fois qu'il est couché, avant de s'endormir, il lui dit « Demain matin, 3h30 ». À ce moment-là, vous voyez que le devoir continue de l'emporter. Des proches, néanmoins, restent là dans l'entourage immédiat. Ses forces continuent de s'amenuiser. Vers 8h30, François-Joseph, 20h30, François-Joseph reçoit l'extrême onction. Et puis soudain, il se dresse dans son lit, il est pris de tout sonnement. Son corps s'affaisse une dernière fois. C'est la fin d'un règne de 68 ans. François-Joseph, empereur d'Autriche, qui est devenu le souverain de l'Autriche-Hongrie, est monté sur le trône en 1848. Eh bien, il vient de s'éteindre. Alors, son successeur, Charles Ier, ne va pas tarder à faire appeler Catherine Schratt, la vieille amie, pour qu'elle se recueille devant son corps. Elle a un geste délicat, vous savez, elle dépose 2 roses sur la poitrine de François-Joseph.
C'est une brève parenthèse avant que l'étiquette ne reprenne ses droits. Les funérailles se font en grande pompe. La foule vient pleurer cet empereur. Vous savez que pour la quasi-totalité des sujets, ils n'ont jamais connu que le règne de François-Joseph. Et après la cérémonie à la cathédrale Saint-Étienne, le corps est présenté, vous le savez, c'est le grand cérémonial, à la crypte des Capucins. C'est Jean Sévillat qui raconte, comme tous les Habsbourg, dit-il, ce sera son ultime demeure. Pour le vieux monarque aussi, il faudra, superbe allégorie du dépouillement de la mort, supplier 3 fois les moines d'ouvrir leur sanctuaire. Tête nue, son successeur conduit le cortège, Charles Ier a 29 ans. Il mesure le poids écrasant de ses responsabilités. Il sait qu'il n'atteindra pas son but, sortir l'Autriche du conflit qui ravage l'Europe, sauver la double monarchie sans bousculer l'héritage de son grand-oncle. Va-t-il avoir les moyens et trouver la force de le faire? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour Jean Sévillat. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons évoquer ce règne interminable de François-Joseph. François-Joseph qui nous a quittés il y a eu 100 ans, il y a quelques jours. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les pas de François-Joseph, l'empereur austro-hongrois. Pour aller plus loin, nous en parlons avec votre invité, Jean Sévillat. Il est historien, journaliste et essayiste. Évidemment, Jean Sévillat, la mort de François-Joseph a été un peu éclipsée par les événements en Europe et dans le monde. On est au cœur, au fort de la Grande Guerre, en novembre 1916. Les observateurs européens sont malgré tout sensibles à ce qui se passe. François-Joseph a été un acteur essentiel du jeu européen, du continent, depuis 68 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure. L'Autriche-Hongrie a beau être une puissance secondaire par rapport à l'Allemagne aux yeux des Alliés, malgré tout, ce n'est pas un adversaire mineur, et donc et on s'interroge, toutes les s'interrogent sur la suite. Que va être ce jeune empereur qui va lui succéder? C'est une question. Et d'autant plus qu'en France, et là en novembre 1916, à la tête de la commission de la guerre au Sénat, en l'occurrence, se trouve un certain Clémenceau, pour qui l'Autriche-Hongrie est une sorte d'obsession. Donc il y a même dans le personnel politique à Paris un certain nombre de personnes qui ont les yeux rivés sur Vienne. C'est très important. Vienne est un élément majeur de l'équilibre en Europe, tel qu'il était en tout cas avant la guerre. C'est un équilibre majeur pour des raisons historiques évidentes, et puis parce que cet empire est si vaste, il va de l'Italie, de la frontière de l'Italie jusqu'aux confins de la Russie pratiquement, et donc c'est un énorme morceau du continent qui est en quelque sorte à la confluence de plusieurs plaques tectoniques du point de vue de la géopolitique et de l'histoire et de la culture, et donc ce qui se passe là-bas, nul ne peut y être indifférent. Alors bien entendu, nous reviendrons tout à l'heure ensemble, Jean Sévillat, sur le règne de François-Joseph. Mais pour rester en 1916 et dans ce contexte de la guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire de François-Joseph qu'il est le responsable, celui qui a appuyé sur le bouton d'une certaine manière, qui a déclenché la Grande Guerre ? Non, ça c'est un grand débat d'historiens sur la responsabilité des diverses de 1914 qui a enclenché la guerre. Il y a une certitude historique, c'est que François-Joseph était un homme de paix et que, au contraire, pendant toute la décennie, je dirais du début du siècle jusqu'à 1914, il a freiné les forces bellicistes, y compris au sein de son empire. Certains voulaient déjà, en 1903, il y a eu à Belgrade, il y a eu un coup d'État, il y avait une dynastie pro-autrichienne, au fond, qui a été éliminée physiquement, c'était une tragédie, et puis a succédé une nouvelle dynastie pro-russe, et il y avait au sein même de l'Autriche des gens qui voulaient d'ores et déjà lancer une campagne contre la Serbie, et François-Joseph freinait ces éléments-là. Oui, c'est un facteur de modération, en fait. Non c'est un paradoxe que ce facteur de modération se soit laissé entraîner dans cet ultimatum à la Serbie qui, par le jeu des alliances, a précipité l'Europe dans la guerre que l'on sait. C'est un autre paradoxe de voir que l'ultimatum à la Serbie suit l'assassinat de François Ferdinand. Disons les choses honnêtement, les relations entre l'oncle et le neveu, entre François-Joseph et François Ferdinand, n'étaient pas au beau fixe. C'était même mauvaise. Oui. François-Joseph n'a jamais eu d'affection pour François Ferdinand. Il s'était résolu, mais
en se faisant violence à lui-même, a accepté ce mariage morganatique qui, pour lui, était un désordre, au fond, dans les règles de sa maison. Voilà. Et donc, mais au fond, il n'a jamais vraiment accepté. Cela dit, s'il n'a pas eu de peine personnelle, il faut être franc, au moment de l'assassinat de François Ferdinand, mais François-Joseph ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas ne pas réagir. L'assassinat de son successeur par un pays qui menaçait l'équilibre de la monarchie, il ne pouvait pas ne pas réagir. En fait, la voie pour François-Joseph était extrêmement étroite. Alors c'est le neveu de François Ferdinand, le petit-neveu de l'empereur qui va devenir l'archiduc héritier, Charles, qui a épousé Zita de Bourbon-Parme. Alors eux, en revanche, le vieil empereur les aime beaucoup. Il les aimait beaucoup déjà avant 1914. Il y a une affection, un effet profond de François-Joseph pour son petit-neveu et pour sa jeune épouse Zita, qui apporte une fraîcheur féminine, une jeunesse qui n'existait plus à la cour de Vienne depuis la mort, évidemment, de l'impératrice Élisabeth VI en 1898. Et même auparavant, l'impératrice était toujours absente, ne satisfaisait pas aux devoirs de sa charge. Donc là, d'un seul coup, il y a une nouvelle première dame qui est jeune, qui est fraîche et pleine de vie. Donc voilà. Ça fait plaisir. Et il y a une vraie relation d'affection entre l'empereur et cette jeune femme. Et l'empereur a préparé Charles à régner. Il voit bien quand même qu'il est très âgé et qu'il règne depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Il n'a pas eu le temps de le préparer. C'est François Ferdinand qui devait lui succéder. Si vous voulez, il y a eu un temps de 1914, François Ferdinand devient assassiné, Charles devient l'héritier, mais il se passe 2 années. Au cours de ces 2 années-là, Charles est sur le front. C'est un militaire, comme tous les Habsbourg d'ailleurs, et donc il est au front, il fait la guerre. Il va être sur plusieurs points du front d'ailleurs. Sur plusieurs points du front, et avec une mission particulière notamment. Enfin, il informe son grand-oncle, l'empereur, de la réalité de la situation de la guerre, et en passant éventuellement par-delà la hiérarchie. Oui, parce qu'évidemment, l'étiquette civile est très puissante et très lourde à la cour de Vienne, mais l'étiquette militaire est encore plus, et donc il est très difficile pour l'empereur de savoir ce qui se passe vraiment dans les régiments. Alors là, son petit-neveu vient le lui raconter, et ce qu'il raconte est terrible, disons-le, la situation est épouvantable. Charles a vécu la guerre de près, tout en étant un observateur, il n'était pas un observateur dans les bureaux, il a vécu au contact de la troupe, il a vu les horreurs de la guerre, et quand en 1916, il a personnellement une certitude, c'est que l'Autriche-Hongrie ne pourra pas gagner la guerre. Il voudrait au moins que l'Autriche-Hongrie ne perde pas la guerre, garde l'honneur militaire, mais il pense qu'il faut sortir le pays de la guerre. Quand l'empereur, le vieil empereur, rend son dernier souffle, donc à la fin de ce mois de novembre 1916, il règne depuis de nombreuses décennies, il est loin d'imaginer que 3 ans plus tard, la République sera proclamée en Autriche et que l'ancien empire austro-hongrois sera réduit à une peau de chagrin, une toute petite province autour de Vienne. Mais l'empereur ne l'imagine pas, mais aucun Autrichien ne l'imagine pas. Et c'est une chose que les sources confirment historiques, c'est que le sentiment républicain est pratiquement absent en Autriche jusqu'en 1916. La fidélité dynastique est très ancienne, très ancrée, même la gauche. Les gens sont tristes à la mort de François-Joseph. Oui, il y a une affliction. Il y avait cet homme incarnait l'empire depuis si longtemps, même si on est au creux de la guerre, on sent que c'est un basculement de l'histoire. Il incarnait l'Empire depuis si longtemps, dites-vous. Nous allons voir depuis quand, c'est-à-dire depuis la célèbre année du printemps des peuples, depuis 1848. Autant dire qu'il y avait quasiment quelque chose d'anachronique dans la présence sur le trône d'Autriche-Hongrie de ce vieil empereur qui avait été celui du 19e siècle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de François-Joseph, l'empereur austro-hongrois. Et nous allons plus loin, nous allons découvrir quel empereur il était. Avec votre invité, Franck, vous recevez Jean Sévilla. Il est historien, journaliste, essayiste et auteur du dernier empereur, Charles d'Autriche, 1887-1922, paru chez Perrin. Je parlais d'anachronisme, c'est peut-être un peu fort tout à l'heure, Jean Sévilla, mais tout de même, l'empereur qui règne à Vienne jusqu'en 1916, c'est-à-dire au-delà de la moitié de la Grande Guerre, est un empereur qui a très bien connu Napoléon III, qui est monté sur le trône en 1848. Ça donne un peu le vertige, évidemment. Ça donne le vertige. Il est certain que du point de vue de sa mentalité, François-Joseph est un homme du 19e siècle et c'est un homme qui a du mal à comprendre le monde nouveau, celui qui émerge au 20e siècle. Cela dit, il est à la fois très conservateur et en même temps il a une certaine capacité, il a suffisamment d'intelligence politique pour comprendre qu'il faut qu'un certain nombre de choses changent
pour que l'Empire continue. Même si ça ne va pas dans le sens de son sentiment, il fait cet effort. On a compris que c'est un homme de devoir et de routine, mais c'est aussi un homme d'expérience. Tous ceux qui l'ont fréquenté disent qu'il ne commettait jamais 2 fois la même erreur. Ça, c'est quand même formidable lorsqu'on règne aussi longtemps. On dit que notamment, dans les débuts de son règne, en visitant une exposition d'architecture, il s'était permis de faire une remarque un peu acerbe à un architecte qui s'est suicidé le lendemain, et que depuis, il trouvait tout très beau, très bien, dit-on. C'est exactement cela. Il y a une certaine forme de délicatesse, de respect de ses sujets chez François-Joseph, et une certaine prudence, en effet. C'est un homme de dossier. Quand il fait des erreurs, il l'a compris, et comme vous l'avez dit, il ne recommence pas. Alors, cet homme a une vie d'un ennui, quand même, disons les choses assez extravagantes. Il n'a pas toujours été ce vieil empereur, cette espèce de bon vieillard auquel les petites filles viennent remettre des gerbes de fleurs pour l'anniversaire de son règne. Il a été au début un jeune prince fougueux et un empereur qui avait de grandes ambitions, disons-le, au milieu du 19e siècle. Il a voulu faire de son empire une puissance de rang continental, ce qu'il a réussi d'ailleurs, puisqu'il y avait une vraie volonté, et notamment avec une arme qui, après tout, n'était pas forcément dans sa majorité, qui était l'arme économique. Il y a toute une volonté de faire de l'Autriche-Hongrie une grande puissance. François-Joseph s'est appuyé sur une bourgeoisie naissante, souvent d'origine juive, qu'il a favorisée, qui s'est développée dans les grandes villes de l'Empire, et qui a fait qu'il y a un essor économique et aussi un essor culturel. Les deux sont liés parce que là où il y a de l'argent, on peut se permettre de faire construire des bâtiments, de faire des commandes à des artistes. Et donc il y a aussi une modernité viennoise, la modernité viennoise des années 1900, celle dont on parle toujours, mais doit quelque chose à l'Empire de Habsbourg, même si ce n'était pas le goût fondamental de François-Joseph. C'est cet essor culturel, intellectuel de la Vienne fin de siècle doit quelque chose au travail de François-Joseph. Alors j'ai remarqué, c'est peut-être une simple coïncidence après tout, mais que les souverains qui règnent extrêmement longtemps, Louis XIV, Victoria, l'actuelle souveraine Élisabeth d'Angleterre, sont des souverains amoureux, si l'on peut dire, qui ont connu le grand amour. C'est le cas de François-Joseph. Il était éperdument amoureux de Sissi. Il a été éperdument amoureux de Sissi. C'est un sentiment qui n'était pas réciproque, il faut bien le dire. Elle a toujours respecté son mari, mais c'était une femme déséquilibrée. Après ses maternités, elle s'est refermée dans ses rêves. Elle s'est physiquement refusée à lui, on le sait, donc ça a été assez compliqué dans une relation pour un homme qui n'avait pas fait de chasteté, ce qui le conduira... Il a eu pas mal de maîtresses d'ailleurs, il faut le dire. Oui, il a cherché des compensations. Et puis un jour, l'impératrice se dit qu'il faut lui trouver une compagne, parce qu'elle est très consciente des insuffisances qui sont les siennes, elle est toujours partie, elle est toujours en voyage, enfin, on connaît la vie de Sissi, et donc elle lui désigne une amie qui est une comédienne très lancée, très charmante d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Schratt, qui va devenir, alors que devient-elle? La maîtresse, la confidente? Moi, je ne crois pas qu'elle est... Je suis persuadé, moi, qu'elle n'a jamais été sa maîtresse. Précisément parce que François-Joseph a été amoureux de cette femme, oui. Il était très proche pour elle, c'était vraiment une amie de cœur. Mais précisément, je pense que du fait même qu'il avait une haute idée de sa fonction et de ce qu'il était, il se disait qu'il ne pouvait pas être l'amant d'une femme qui n'était pas sa femme. Il ne faut pas oublier que c'était aussi un catholique très, très profond, ça comptait beaucoup la foi. Oui, la monarchie Habsbourg de Vienne est d'abord et avant tout une monarchie catholique. Et donc je crois qu'il a été à la fois très amoureux de cette femme, peut-être l'a-t-il désiré, mais moi je suis persuadé qu'il n'est jamais allé jusqu'à l'acte. Oui, en tout cas, il allait prendre le petit déjeuner chez elle, tranquillement. Tout ça toujours très, très comme il faut, presque précautionneux, disons les choses. Nous allons tout à l'heure aller faire un tour du côté de Budapest, qui est une des 2 grandes villes de l'Empire. C'est en 1867 que François-Joseph est couronné roi de Hongrie. Cette année-là, il y a ce qu'on appelle le compromis austro-hongrois, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important dans l'histoire de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche et la Hongrie deviennent deux. Il y a l'Empire d'Autriche et le Royaume de Hongrie qui ont pratiquement un degré de souveraineté égal sous la puissance du vrai souverain qui est l'empereur. Alors ce couronnement a lieu 1 an après la catastrophe du règne. Après, il y en aura d'autres, la mort de Rodolphe en 89, et puis bon, bien sûr, celle de l'impératrice en 98. Mais cette catastrophe militaire, c'est Sadova. C'est là que l'Allemagne s'impose définitivement, et que, alors que la grande puissance germanique, la grande puissance impériale au cœur de l'Europe jusqu'alors, jusque dans les années 1860, c'est l'Autriche évidemment.
on se rend compte que la nouvelle puissance allemande, prussienne devrais-je dire, en 66, prend le pas sur Vienne. Il y avait une sorte de duel qui avait commencé en Europe au XVIIIe siècle entre les Habsbourg à Vienne et puis... Entre Marie-Thérèse et Frédéric, déjà. Et puis la dynastie des Hohenzollern, qui est la dynastie prussienne. Et ce duel va en effet se terminer par la victoire de la Prusse, même si l'Autriche reste en tant qu'État, mais défaite militaire sévère des armées autrichiennes à Sadova, en effet, qui est actuellement sur le territoire tchèque, et puis qui va amener plus tard à ce que l'Empire, le royaume de Prusse, après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870, devienne un empire. Et donc, le roi de Prusse va devenir l'empereur d'Allemagne. Et dans son fort intérieur, je pense que François Joseph a toujours pensé que c'était une forme d'imposture. Un faux empereur. Un faux empereur. Le seul empereur germanique, c'était lui. Einziger Kaiser, c'est lui, en fait. C'est pas l'empereur de Berlin. Bon. Et néanmoins, l'empereur de Berlin est de plus en plus puissant. Ça doit être terrible, ça, pour les dernières décennies. C'est une humiliation. Et d'autant que François Joseph, pour des raisons géopolitiques, était par rapport à l'émergence de la Russie, etc., même s'il a cherché d'être une solution de paix, il a été contraint à une alliance militaire avec l'Allemagne qui, pour lui, a été humiliante. Ah oui. Et évidemment, lorsque son fils, très francophile et passablement républicain, s'oppose à ses volontés, il le vit d'autant plus mal qu'il n'est peut-être plus très sûr de ce qu'il a envie de faire lui-même, François Joseph. C'est certain. Alors je crois pas que son fils était républicain, libéral. Oui, libéral, oui, c'est plus juste. Oui. Son fils meurt en 89. Suicide. À partir de là, à partir de l'affaire dite de Mayerling, la vie de François Joseph n'est plus qu'une survie d'une certaine manière. Ça devient quand même. C'est là que s'installe la fameuse routine terrible. Oui, enfin, lui, il n'a pas vécu il y a une tristesse, mais enfin, lui, il n'a pas vécu comme une routine. S'il se voyait, comme vous l'avez dit dans votre récit tout à l'heure, comme le premier fonctionnaire de son empire, et c'est pour lui, ça fait partie de son effort. Il a quand même, dans les premières années du XXe siècle, il y a encore un certain nombre de grandes œuvres qui sont à apporter au crédit de François Joseph. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, Jean Sévilla, mais celui qui va lui succéder, Charles Ier, avait de très grandes qualités. Il a essayé de mettre un terme à la guerre par un essai de paix séparé. Il a voulu réformer l'Empire, mais il n'a rien pu finalement. Il a été emporté, lui, par le vent de l'histoire. C'était sa double idée quand il accède au trône, faire la paix, sortir l'Autriche de la guerre et puis réformer l'Empire. En effet, mais du fait même de la guerre, il ne pouvait pas réformer et du fait de l'absence de réforme, il ne pouvait pas faire la paix. Il y a une sorte de logique infernale qui s'est enclenchée et qui fait que ce jeune souverain sera broyé par l'histoire. Le dernier empereur Charles d'Autriche s'est paru chez Perrin il y a quelques années et puis là, on vient de voir rééditer chez Perrin vos différents ouvrages sur historiquement correct, moralement correct, le terrorisme intellectuel. Vous avez appelé ça écrit historique de combat. C'est un engagement cette fois. Je suis un historien engagé. Voilà, personne n'en doutait. Merci beaucoup Jean Sévilla. Restez avec nous car nous allons faire un tour du côté de Budapest. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et comme chaque jour, juste avant 15h, nous nous baladons, Franck, avec vous, dans ces lieux où l'histoire s'est faite. Et quand on parle de l'empereur François Joseph, on va forcément du côté de Budapest, Franck. On parlait tout à l'heure, Anissa, de ce couronnement de François Joseph et d'Élisabeth, d'ailleurs, qui a joué un rôle absolument essentiel, car il faut savoir que l'impératrice ici avait une vraie tendresse pour la Hongrie, pour les Magyars, qu'elle s'habillait à la hongroise, qu'elle en maîtrisait même la langue, qu'elle avait apprise. Et évidemment, elle a joué un rôle très important dans la soudure, si je puis dire, entre Autriche et Hongrie. C'est important de le souligner parce que pour le reste, on ne peut pas dire que son règne était marqué par une grande influence politique, c'est le moins qu'on puisse dire. L'impératrice Élisabeth est très évanescente, mais sur le chapitre hongrois, elle a joué un véritable rôle. Et alors, on a tous vu ça dans les films de Ernst Marischka, dans les films Sissi, mais rappelez-vous ce couronnement extraordinaire de 1867, dont la musique avait été composée par Liszt. C'était en quelque sorte l'apogée non seulement de la vie et du règne de François-Joseph et de Sissi, mais sans doute l'apogée de l'empire austro-hongrois constitué comme mosaïque politique. Alors, un mot de cette ville magnifique de Budapest que je vous conseille d'aller visiter si vous ne la connaissez pas déjà. On a toujours envie d'y retourner. De toute façon, une fois qu'on y a été, on y retourne à Budapest. C'est une ville de
douceur, de plaisir. C'est peut-être la quintessence même de ce qu'on appelle l'esprit européen. On est dans cette Europe centrale tellement cultivée, tellement raffinée. Cette perle du Danube est formée de la fusion de 3 communes, Buda, Óbuda et Pest. Alors vous avez d'un côté Buda, de l'autre Pest avec sa colline, son château, etc. C'est le quartier en quelque sorte le plus touristique, avec de beaux points de vue sur le Danube qui est là, qui coule en contrebas et qui est traversé par le splendide pont Erzsébet, du nom même de l'impératrice Élisabeth, bien sûr. Le château de Buda contient une galerie nationale, des galeries historiques. Alors, soyons tout à fait honnêtes, le château lui-même n'est pas mal. Les intérieurs ont été intégralement massacrés par des décennies de communisme et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit est assez effrayant. Mais les collections sont belles. Les collections sont belles, le quartier est très charmant. On peut, lorsqu'on se promène dans toute cette partie un peu excentrée de Budapest, on peut se faire une idée de ce qu'a dû être la splendide capitale hongroise au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors de l'autre côté, évidemment, les grands monuments. Le plus célèbre et le plus important de tous, c'est le Grand Parlement, bien entendu, symbole de la puissance austro-hongroise et qui est évidemment tout à fait surdimensionné pour ce qu'est devenu aujourd'hui la Hongrie. C'est la même chose que ce qu'on peut constater à Vienne lorsqu'on voit tous ces grands édifices impériaux. Il ne faut pas oublier ce qu'était à l'époque ce gigantesque empire austro-hongrois. Évidemment, aujourd'hui, les grands bâtiments de Vienne c'est un petit peu grand pour la petite république autrichienne. La basilique Saint-Étienne de Pest est très intéressante. La grande synagogue de Budapest est une des plus magnifiques qu'on puisse visiter. Et là, je vous conseille vraiment d'aller la visiter. C'est une synagogue construite au 19e siècle par Ludwig Förster, avec toutes sortes de styles, des emprunts, on peut dire, à toutes les cultures. C'est assez extraordinaire. C'est une immense, je crois, je ne veux pas l'affirmer, mais je pense que c'est la plus grande synagogue du monde. En tout cas, elle peut accueillir plus de 3000 personnes, avec juste à côté un musée juif dans l'ancienne résidence de Théodore Herzl. Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. On pourrait parler de beaucoup de choses, des grands restaurants, des cafés merveilleux, parce qu'il y a, on parle toujours des cafés de Vienne ou de Paris, mais alors franchement ceux de Budapest n'ont rien à leur envier. Parlons peut-être, pour finir, parce que je n'aurai pas le temps d'aller trop loin, parlons de ces sources et de ces bains extraordinaires, ces bains turcs qui nous rappellent l'époque ottomane de la Hongrie, bien entendu, et parmi les plus célèbres, les bains Gellert, bien entendu, les bains Kirali également, les bains Székely. Tout ça, ce sont imaginez des espèces de grands thermes comme des piscines. Alors, c'est vrai que les vestiaires font un peu songer à des piscines municipales, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il y a ces bassins avec des eaux thermales, des eaux chaudes, magnifiques, des bassins pleins de mosaïques, et puis là encore des cafés où l'on peut déguster tout ce que la civilisation Habsbourg a apporté à l'Europe.